Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence ici et merci à Finance Innovation pour l'organisation de cet événement. Alors, on sait tous que la responsabilité sociétale des entreprises est au cœur des préoccupations de ces entreprises en France. Et ça a conduit notamment les fonds à réaliser les acteurs financiers, notamment les fonds ou les établissements publics et privés, à réaliser des investissements durables et donc à intégrer les critères environnementaux, sociétaux et de gouvernance dans leur politique interne. Alors qu'on parle d'investissement durable, d'investissement impact ou d'investissement responsable, la terminologie varie effectivement, mais l'objectif reste le même, à savoir donc de mettre les critères ESG au même niveau que la performance financière dans les choix d'investissement que pourront faire les acteurs financiers. Donc autour de cette table ronde, je remercie pour votre présence. On va aborder ces sujets-là avec Arnaud Lehuédé. Donc on fera des présentations plus approfondies. Donc Arnaud Lehuédé, qui est directeur immobilier associé au sein de Épopée Gestion. Bonjour. Qui est une entreprise créée en 2020 et qui a pour vocation de développer l'économie des territoires en accompagnant sur le long terme les entreprises, donc notamment dans l'ouest de la France. Tout à fait, oui, l'arc atlantique. On accueille également Mathieu Silva Santos, directeur de la clientèle privée chez Goodvest, qui est une plateforme d'épargne responsable créée en 2020, qui propose donc une assurance vie et un plan d'épargne aligné sur les accords de Paris en matière de climat. Et également présent Louis Franck, CEO et fondateur de Fingreen AI, qui développe un outil de mesure d'impact ESG transparent et qui est adressé aux acteurs financiers des actifs non cotés. Alors, pendant cette table ronde, on va évoquer notamment la stratégie, la construction des stratégies d'investissement durable des acteurs financiers. On va également voir un peu la corrélation qui existe entre ESG et performance financière, les liens qui peuvent exister entre la stratégie RSE des entreprises et l'accès au financement, et puis pour finir les évolutions technologiques, notamment en matière d'IA, à disposition de la finance durable. Alors la première question que l'on peut se poser, c'est effectivement comment est-ce que les entreprises d'investissement, telles Épopée Gestion, construisent leur stratégie d'investissement orientée vers les actifs durables. Est-ce que Arnaud, tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe chez Épopée Gestion ? Oui, bien sûr, merci. Donc la manière dont on le fait et la manière dont l'industrie de l'investissement le fait, c'est de travailler avec des grilles de notation d'actifs ESG. Donc en ce qui me concerne, c'est appliqué à l'immobilier, mais ça s'applique également aux participations dans lesquelles Épopée Gestion a investi ou dans les projets d'infrastructure. Donc ces grilles de notation, elles sont composées de plusieurs critères. En immobilier, on a une quarantaine de critères, par exemple, pour chaque actif. Des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, auxquels, c'est notre spécificité chez Épopée Gestion. On ajoute aussi des critères territoriaux, puisqu'on est un spécialiste de l'investissement régional et territorial, comme tu l'as dit. Donc l'environnemental, pour donner un exemple, c'est mesurer les émissions carbone de nos actifs, de nos participations, de nos actifs immobiliers dans le cas de mon équipe. Le social, ça peut être le confort de l'occupant, par exemple pour un actif immobilier, le confort du locataire. La gouvernance, c'est l'alignement de nos parties prenantes, le fait d'avoir des prestataires de services qui partagent nos engagements, des banques qui nous prêtent, avec qui on a mis en place des clauses d'alignement d'intérêt ESG. Et puis le territorial, pour nous, c'est mesurer le nombre d'emplois créés et hébergés dans les territoires. C'est ce qui est l'ADN même d'Épopée Gestion.
Donc tous ces critères actif par actif composent une grille. Cette grille donne une note. À l'acquisition, on s'assure que les actifs ont une note compatible avec la stratégie du fonds, avec des minimums à atteindre, soit au moment de l'acquisition, soit via des plans d'action par exemple des politiques de travaux dans le cas d'actifs immobiliers. Donc voilà, c'est comme ça qu'on encadre pour nous la stratégie ESG chez Epopé Gestion, avec une vraie obligation de résultat, puisque c'est un choix qu'on a fait et que certains acteurs font également, d'alignement de nos honoraires sur la performance ESG délivrée sur nos actifs et nos participations. Donc on se met à risque aussi et on s'engage dans l'atteinte de nos objectifs ESG. D'accord. Très bien, merci. Donc là, on a été sur effectivement un fonds d'investissement, la vision du fonds d'investissement. On sait aussi qu'il y a une enquête assez intéressante qui a été menée par l'IFOP et pour le compte du fonds d'investissement responsable qui montre notamment une adhésion assez forte des Français à l'investissement responsable au sens large et surtout à son potentiel de transformation positive de l'économie. Et donc, on pourrait se poser la question, je me dirige vers toi Mathieu, comment est-ce que Goodvest choisit ses actifs, pour le coup cette fois cotés, qui constitueront les solutions d'épargne et répondre aux attentes des épargnants français? Bonjour à toutes et tous. Alors déjà, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que pour reprendre une stat qui est liée à celle que tu viens de dire, aujourd'hui, on parle beaucoup de label. Le label ISR, on en a énormément entendu parler, qui est en pleine refonte, dont d'ailleurs qui va être amélioré dans les prochains mois. Donc c'est une excellente nouvelle. Mais aujourd'hui, un épargnant qui veut choisir un fonds labellisé, durable, a une chance sur deux qu'un fonds labellisé soit moins durable qu'un fonds non labellisé, ISR. Donc c'est très compliqué pour l'épargnant, tout simplement parce qu'il n'y a pas de transparence sur ce qui est vraiment réalisé à l'intérieur de ces fonds d'investissement. On peut retrouver typiquement des majors pétrolières dans des fonds dits durables qui ne sont pas suffisamment engagés au regard des objectifs internationaux. Donc nous, on a décidé de s'attaquer à ça chez Goodvest, de développer une méthodologie d'investissement très stricte, rigoureuse, scientifique également, en se basant justement sur des indicateurs scientifiques. On considère qu'aujourd'hui, nous, le climat, c'est une affaire de science. Et donc, on a basé notre méthodologie d'investissement sur deux piliers. Le premier, c'est une exclusion sectorielle. C'était primordial pour nous de ne pas investir dans certains secteurs qu'on ne considère pas compatibles aujourd'hui avec les objectifs internationaux, comme l'industrie du tabac, de l'armement, des divertissements pour adultes, et des entreprises impliquées dans la production et l'extraction de l'énergie fossile. On peut être d'accord qu'on a encore des entreprises qui disposent encore d'actifs fossiles, encore faut-il qu'elles soient engagées dans un plan de transition crédible. Ça, c'est hyper important. Le deuxième pilier, c'est une analyse de l'empreinte carbone de l'ensemble de nos investissements. Et quand je parle d'analyse d'empreinte carbone, je parle d'analyse d'empreinte carbone de toute la chaîne de valeur d'une société. Pareil, je parlais de méthodologie scientifique tout à l'heure. Le CO2, aujourd'hui, c'est l'indicateur, on va dire, le plus abouti qui nous permet de tenir compte, de mesurer notre impact et notre contribution à l'atténuation du changement climatique et à son adaptation. Donc on va analyser, nous, cette empreinte carbone. On va analyser également les objectifs de décarbonation de chacun de nos investissements pour, in fine, avoir une trajectoire de réchauffement climatique. Et l'objectif, comme tu l'as rappelé au début, c'est d'aligner l'ensemble de nos portefeuilles avec une trajectoire de réchauffement climatique de maximum 2 degrés, comme le prévoit du coup l'accord de Paris. Donc ça, c'est vraiment les deux piliers sur lesquels on a commencé. Alors il n'y a pas que ça, parce que là j'ai beaucoup parlé de climat, mais on parle de ESG. Alors on sait souvent que c'est E, S ou G, malheureusement. On le voit très régulièrement en tout cas. Nous, on a voulu s'attaquer au E de ESG pour commencer, parce qu'il y avait déjà un énorme travail à faire dans le milieu de l'épargne des Français. Pour vous donner un chiffre, le patrimoine financier des Français, c'est 6 000 milliards d'euros. Il y a moins de 5% aujourd'hui qui est dirigé vers de l'investissement socialement responsable. Donc il y a un gros travail à faire, mais il n'y a pas que ça. Il y a la partie S et G, donc c'est pour ça que nous, on souhaite d'abord s'attaquer au climat, développer également la partie climat, parce que là j'ai beaucoup parlé de CO2, mais il y a également la biodiversité qui est très importante, pour développer ensuite les autres indicateurs de l'ESG.
Ok, merci Mathieu. Donc on voit effectivement que le besoin de transparence est vraiment très important et à la base même du système, en tout cas de l'investissement responsable. Et je pense aussi notamment à la directive CSRD qui va concerner aussi beaucoup plus d'entreprises en 2024 que c'est le cas aujourd'hui, notamment des entreprises type PME non cotées. Et donc, il va y avoir des besoins encore de plus en plus forts, sachant qu'on peut penser aussi que l'accès au financement sera bientôt conditionné, enfin l'est déjà en partie, mais sera de plus en plus conditionné à des critères ESG. Et donc cette transparence-là, elle passe notamment par l'édition de reporting extra-financier. Louis, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment justement cette confiance et le fait de, on va dire, quelle approche vous choisissez chez Fingreen AI pour garantir des reporting fiables? Oui, donc déjà bonjour à tous. Tu parlais de transparence. Pour nous, on a une vision open source de l'ESG, de l'IA aussi. Donc on essaie de faire en sorte que toutes les mesures d'impact qu'on va proposer, donc nous on mesure seulement les entreprises non cotées, soient entièrement traçables et entièrement transparentes. Toutes les notes ESG que vous connaissez, des MSCI, des Sustainalytics, etc., tout ça c'est des black box, c'est opaque, ils ne disent pas comment est-ce qu'ils calculent ces notes, et ça fait 10 ans que ça dure, et que beaucoup d'acteurs financiers achètent ces notes en choisissant évidemment celles qui leur conviennent le mieux. Nous, chez Fingreen, on a fait ce pari de dire, voilà, on est un livre ouvert en fait, dans notre mesure. Chaque data point peut être traçable et transparent et explicable en fait, même dans nos modèles d'IA d'estimation qu'on est en train de développer. Donc voilà, pour nous, je pense que, et l'Union européenne aussi porte ça, de dire que tout ce qui va être mesure d'impact ESG, méthodologie d'impact, doit être complètement ouverte et aussi universelle. Donc nous, on a beaucoup de chance d'être en Europe, en France aussi. On est l'un des pays pionniers sur les sujets de reporting réglementaire, de loin les plus avancés au monde. Et donc, il faut qu'il y ait aussi un standard un peu universel de dire, bah voilà, ça veut dire quoi l'impact ESG d'une entreprise aujourd'hui pour chaque industrie, chaque pays, chaque taille d'entreprise, etc. Il y a beaucoup de facteurs qui varient. Donc avec le Green Deal européen, la taxonomie européenne, la SFDR, la CSRD, on est en train de voir vraiment pour la première fois de l'histoire énormément d'entreprises. Alors nous, on fait que du non-coté. Le coté, ça existe depuis un certain temps. Mais avoir vraiment une pression réglementaire beaucoup plus forte qu'avant et un standard beaucoup plus haut qu'avant. Donc nous, à travers Fingreen, on essaie de proposer un outil automatisé, le plus possible en tout cas, et transparent pour pouvoir justement mesurer l'impact d'une entreprise et ensuite faire un type de reporting. On parle beaucoup de reporting réglementaire, CSRD, SFDR, ISSB, etc. Mais on fait aussi du reporting non réglementaire quand il s'agit de produits de crédit, par exemple, ou des fonds tels que des CVC ou des family office qui n'ont pas forcément des obligations réglementaires, mais qui, pour une raison ou une autre, veulent analyser l'impact de leur portfolio et le communiquer. Ok, merci. Donc tu parlais d'open data. Ça va devenir effectivement le passage obligé un peu pour avoir justement ce niveau de transparence et de confiance. Il y a notamment dans l'open data une utilisation qui est faite, ou qui a été faite en tout cas par un chercheur de l'université de New York, qui a essayé de démontrer justement de la corrélation entre ESG et performance financière. Ce lien-là n'était pas aussi évident qu'on pourrait le penser, notamment sur des aspects court terme. Et les conclusions de cette étude sont assez intéressantes puisque justement elles démontrent notamment l'amélioration des performances financières grâce à l'ESG, mais sur des horizons de temps un peu plus longs. Et également que l'intégration ESG au sens vraiment très large, en tant que stratégie d'investissement, semble plus performante que les approches, notamment tu parlais tout à l'heure de screening négatif. Et donc j'ai une question pour toi Arnaud. Comment est-ce que l'intégration justement de ces critères ESG a-t-il évolué au fil du temps dans les stratégies d'investissement et notamment quel impact ça a eu sur les performances globales des portefeuilles?
Ok, j'ai pas vu cette étude, mais je pense que les propriétaires de passoires thermiques peuvent être témoins d'une corrélation assez forte à court terme entre des valorisations et une performance ESG. Hein. Donc il y a des contre-arguments à mon avis à cette étude. Ce qui est sûr, c'est que pour parler de l'industrie immobilière, par exemple, moi, j'ai commencé à travailler à une époque où on parlait pas d'open data et on commençait à peine à parler de data, avec des défis de numérisation et de digitalisation qui étaient phénoménaux. Donc, la première étape à franchir pour l'industrie a été celle-là, a été de collecter de la donnée sur les actifs, de la fiabiliser, à commencer par de la donnée financière, pour passer ensuite aujourd'hui à la donnée extra-financière. Donc c'est vrai qu'on a manqué à une certaine époque de données et donc de capacité à analyser cette corrélation, à mon avis, entre ESG et performance financière. Mais aujourd'hui, on a cette data. Bon, l'industrie, notamment immobilière, a encore des progrès à faire en matière de gestion et de collecte de la donnée, hein, c'est sûr. Mais on a quand même maintenant un bon accès et une bonne gestion de cette donnée, je dirais globalement, et on voit très clairement qu'il y a des liens forts et notre travail en tant qu'investisseur étant de nous projeter sur l'horizon d'un business plan, sur un horizon 5 à 10 ans. Il est évident que pour nous, l'enjeu, c'est de nous projeter dans le monde de sortie de nos investissements. Et dans ce monde-là, des enjeux de réchauffement climatique sont critiques, des enjeux sociaux et de gouvernance sont également extrêmement importants et vont impacter la valeur de nos investissements. Et notre conviction propre à Epopée Gestion, c'est que des enjeux territoriaux aussi sont clés dans la création de valeur. Donc, intégrer ces critères ESG dans nos décisions d'investissement est rationnel. Voilà, c'est pas simplement être bien pensant, c'est tout simplement préserver la valeur de nos investissements, puisque cette corrélation, encore une fois, elle est assez facilement observable déjà aujourd'hui dans l'univers d'investissement. Okay. Et donc, je crois aussi pendant la préparation, tu nous disais qu'il y avait une partie ou toute la partie de la prime de surperformance qui pouvait être réaffectée. Donc ça, c'est un de vos engagements, en tout cas, sur un fonds de réutilisation territoriale. Absolument, on reverse forcément une partie de nos honoraires à notre fonds de dotation, qui est un fonds de dotation territorial qui vise un peu à notre manière, mais en dotation, à revitaliser notamment des centres-bourgs régionaux. Et on reverse une quote-part de nos honoraires qui va grandir si jamais on n'arrive pas à atteindre nos objectifs ESG. Oui, donc on s'aligne avec nos investisseurs dans la politique ESG. On aligne également nos locataires et on aligne également nos banquiers pour que tout le monde aille dans le même sens et qu'on soit sûr que les objectifs soient atteints. D'accord, merci. Et du côté justement des actifs cotés, notamment comment se porte un peu le marché des placements ISR vis-à-vis des performances globales du marché? Est-ce qu'on peut parler de surperformance? Est-ce que c'est quelque chose de, on va dire, intrinsèque au fonds ISR, ou est-ce que c'est simplement un biais un peu de placement? Alors ça dépend des années, hein, toujours. 2022, non, pas du tout. Mais bien évidemment, quand on se place sur les marchés cotés, sur les marchés financiers, il faut toujours avoir un horizon assez long. D'ailleurs, que ce soit des placements ISR ou non, hein, ça vaut de manière générale. Nous, on a fait pas mal d'études et en fait, on remarque que sur des placements dits ISR, on observe quand même une nette surperformance sur un horizon 10, 15, 20 ans. Ça s'explique assez facilement, hein. Il y a des biais sectoriels importants. Forcément, des secteurs qui ont beaucoup plus performé sur les dernières années. Nous, on est convaincus qu'il y a également une prise en compte, une vision de l'investissement beaucoup plus transverse, avec une prise en compte de risques autres que le risque financier, des risques sociaux, des risques de gouvernance ou autres, qui favorisent la performance de ce type de placement à long terme. Pour ce qui est de la suite, on connaît tous le discours, hein, les performances passées ne préjugent pas des performances futures, donc il faut être vigilant par rapport à ce qu'on dit. Après, nous, on a cette conviction qu'il faut être exposé à des entreprises qui répondent aux enjeux environnementaux et sociaux actuels.
On ne peut pas exiger une surperformance à court terme, quotidienne, tu le disais tout à l'heure. C'est pas possible. Il faut intégrer finalement ces considérations environnementales à long terme. C'est des thématiques qui sont quand même porteuses de sens également à long terme. Donc il faut s'y intéresser, il faut attendre. Il y a pas mal de secteurs qui sont en cours justement de croissance. Et malheureusement, on est très dépendant également de l'actualité internationale, macroéconomique, géopolitique. Quand on a un conflit en Europe de l'Est, au Proche-Orient ou autre, forcément, ça impacte la valorisation de tous les actifs. Et la dernière chose, nous, on pense également que le marché, aujourd'hui, ne valorise pas le risque environnemental. On parlait de CSRD, on parle de double matérialité, de risque physique, de risque de transition. Le marché, aujourd'hui, ne valorise pas ce risque. Sinon, il y a beaucoup de sociétés qui seraient mal en point, tout simplement. Donc pour nous, on va cibler justement des entreprises qui anticipent, qui prennent compte de ce risque de transition, de ce risque physique, parce qu'on pense qu'au bout d'un moment, ces risques écologiques vont impacter négativement la valorisation de certains actifs. Donc c'est pour ça que nous, on fait primer, bien évidemment, le risque environnemental. Le critère extra-financier, la logique, en tout cas écologique, doit primer, à notre sens, avant la logique financière dans le cadre d'un investissement. Merci Mathieu. Donc là, on observe en ce moment une hype assez forte sur l'IA, une évolution technologique de ce secteur assez fulgurant. Donc on ne peut pas passer à côté de la question justement de la place de l'IA dans la finance durable et notamment comment est-ce que cette IA peut contribuer à une analyse plus approfondie, plus fiable des critères ESG et comment cela peut impacter les décisions d'investissement. Franck, Louis, quelle est ta vision là-dessus ? Ouais, alors c'est vrai que c'est un sujet très tendance. Nous, on a été créé juste avant ChatGPT, donc on n'avait pas ça au moment de faire notre nom. Mais il n'y a pas qu'un seul type d'IA. Tout le monde parle de LLM, d'IA générative en ce moment. Alors nous, on l'utilise aussi dans tout ce qui va être support pour aider les gens à remplir de la data. Mais il y a plein de différents types d'IA et nous, on essaye de l'intégrer à chaque étape du processus de collecte de data et de reporting. Quelques exemples, c'est des modèles d'estimation basés sur de l'analyse comparative, la détection d'anomalies, être capable de tirer de la data de sources non structurées, comme des PDF ou des factures, etc. Donc, voilà, nous, on a une approche très technologique. On a beaucoup de chance, niveau timing, justement, que l'IA commence à se démocratiser et très accessible. Nous, avec nos moyens, c'est sûr qu'on ne peut pas créer des modèles extrêmement poussés avec des équipes de chercheurs et des années de travail. Donc nous, on va construire sur des modèles existants. Et d'ailleurs, il y a une boîte française qui a fait la une cette semaine qui s'appelle Mistral AI, qui a déjà levé 500 millions d'euros. Et du coup, nous, on est complètement alignés avec leur vision. J'en parlais de l'open source de l'IA. Donc on va, je pense, construire aussi sur leur technologie et pas forcément sur un acteur américain tel un OpenAI ou un Google qui au final sont quand même très fermés. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. C'est que quand même en France, on est très avancé sur les questions d'ESG et on est très avancé sur les questions d'IA. On a certains des chercheurs, Yann Lequin par exemple, qui sont les vrais pionniers de ce sujet. Les deux avec une vision extrêmement transparente et open source. Alors malheureusement, on voit que, par exemple, en Angleterre, avec l'ISSB, qui est un organisme qui va devenir extrêmement important, Mathieu parlait justement que le risque environnemental n'était pas pris en compte. Il a complètement raison. Et l'ISSB, par exemple, veut rester sur la simple matérialité. Ce qui est un peu une hérésie, ce qui est un peu un pas en arrière, pour des raisons dont on ne sait pas. Mais en effet, il y a encore énormément de travail à faire. Et nous, on pense que grâce à l'IA, et la technologie en général, on n'utilise pas que de l'IA, mais on peut arriver à une mesure automatisée, précise et transparente de l'impact ESG d'un actif privé. Alors nous, aujourd'hui, on fait que des entreprises, mais l'année prochaine, normalement, on devrait commencer à être sur l'immobilier aussi. D'accord, merci. Et est-ce que le secteur justement de la finance est plutôt ouvert au fonctionnement de l'open data ? Comment est-ce que tu vois un peu les tendances un peu sur ces états-là ? Ouais, en ESG, beaucoup de gens ont peur du greenwashing. Certains ne se lancent pas dans l'ESG par peur de se faire réprimander. Et on voit les premières sanctions qui commencent à tomber, les premières amendes qui commencent à tomber. Donc nous, avec le pari de tout mettre donc en open source, open méthodologie, open data,
et ben en fait ça plaît aux acteurs parce que on n'est pas parfait, on est même loin des parfaits, il y a encore pas mal de trous dans la raquette, mais on ne pourra jamais nous accuser de faire ça dans notre coin, d'essayer de manipuler des résultats. Surtout que nous, ce n'est pas notre propre méthodologie Fingreen, on suit les autorités scientifiques internationales sur le sujet. Donc les gens, je dirais, sont plutôt friands de transparence et peuvent se lancer dans une démarche d'impact sans avoir peur qu'on leur tombe dessus pour des raisons de greenwashing. Donc voilà, que ce soit du côté... Alors, IA et ESG, c'est quand même radicalement différent pour parler de l'open source et de la transparence. Mais en tout cas, dans le domaine de l'ESG, c'est plutôt quelque chose de très positif. Ok. Est-ce que la prochaine réflexion que je veux amener concerne notamment l'accès au financement justement des sociétés à impact. Donc c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure dans la table ronde précédente. Il y a eu une année, en tout cas plus d'un an, une période assez mouvementée sur le financement des startups, avec une division par deux des montants levés. On est arrivé sur le premier semestre 2023 à 4,3 milliards d'euros de montants levés, ce qui représente donc la moitié par rapport au premier semestre 2022. Néanmoins, de l'autre côté, on observe des levées de fonds records pour des startups à impact. Donc, je pense à EcoVadis, à Back Market aussi, qui a levé il y a plusieurs centaines de millions, Life également. Est-ce que vous pensez que les startups justement à impact tirent un peu leur épingle du jeu dans ce secteur justement du financement un peu en mode plus justement rationnel, comme on l'évoquait, comme les participants précédents l'évoquaient. Et quel est un peu votre retour justement d'expérience là-dessus? Les sociétés que vous représentez ont toutes levé en 2023. Voilà, je voudrais avoir un peu votre retour d'expérience sur ce point-là. Arnaud, si tu veux commencer. Bien sûr, je pense effectivement que c'est plus facile de lever, même dans un contexte compliqué, quand on est un projet qui intègre, par exemple, des enjeux de résilience au réchauffement climatique, mais c'est totalement logique et rationnel, puisque quelque part, c'est qu'on est mieux préparé aussi pour affronter les défis du monde de demain. Quand je vois les participations dans lesquelles Epopée Gestion a investi, les projets immobiliers d'infrastructures dans lesquels on investit, c'est vrai que quasi systématiquement, il y a une composante forte environnementale et souvent territoriale. Voilà, je pense que de toute façon, dans le contexte de rareté des fonds disponibles, on peut se permettre d'être encore plus sélectif, donc de se concentrer sur les investissements présentant les meilleurs ratios rendement-risque, et ce sont notamment en matière de risque ceux qui sont le mieux adaptés aux enjeux et aux défis ESG. Mathieu, Louis, si vous voulez. Je pense qu'on sera tous d'accord de toute façon, mais je rejoins ce que dit Arnaud. Aujourd'hui, Arnaud, on a levé effectivement cette année, on a notamment un fonds impact qui est rentré au capital, Ring Capital. L'angle impact a énormément aidé. Ça, faut être honnête. On a des fonds aujourd'hui qui recherchent effectivement des entrepreneurs qui ont monté une boîte en se disant que de toute façon, monter une boîte qu'avec un objectif financier, ça n'a plus de sens au regard de l'urgence climatique. Véritablement, en tout cas. Donc nous, on sait que l'angle impact a aidé, et en même temps depuis le début de Goodvest. C'est-à-dire que Goodvest a été lancé en 2020. On a lancé notre premier produit qui est le contrat d'assurance vie en septembre 2021. Donc au début, on avait fait un petit peu de love money, un petit peu de business angel et des prêts, effectivement, par exemple de France Active. On a obtenu au début un prêt pour débuter notre développement de France Active. Et en fait, le fait qu'on ait cet angle impact nous a permis à la fois de cumuler un taux d'intérêt bas et un différé important, chose que des organismes comme BPI n'offraient pas forcément. Donc l'angle impact a aidé. Là, pour cette levée de fonds qu'on a fait cette année, compte tenu du contexte, on a levé assez rapidement. Donc on est, par rapport à d'autres concurrents, on a été assez satisfait justement de cette rapidité.
auprès d'investisseurs importants. On a notamment Ring Capital qui est rentré au capital, Polytechnique Venture, AG2R La Mondiale. Donc c'était voilà, des beaux investisseurs qui continuaient en tout cas l'aventure avec nous. Et on voit qu'ils sont exigeants également en termes d'impact, ces investisseurs. Typiquement, là, ce qu'on a dû commencer à faire, c'est on voit qu'ils sont incentivés également sur des données impact. Donc on a dû préparer des business plans impact, donc intégrer justement des éléments quantitatifs impact pour, dans le cadre de leur caride, en fait, tout simplement. Donc nous, c'est des choses qui vont nous permettre d'avancer et on voit justement la dimension que l'impact prend, en tout cas en termes de levée. Ok, merci. Louis ? Oui, je pense que tout a été dit. Je pense qu'aujourd'hui, si on veut lancer une start-up, il faut mettre l'impact au centre, peu importe l'industrie, peu importe le domaine, peu importe ce que vous faites. Je suis d'accord avec Mathieu, ça n'a aucun sens de lancer quelque chose qui ne prend pas en compte la dimension d'impact. Nous aussi, on a eu la chance de lever cette année, une année très compliquée. Et bien évidemment que cet angle nous a aidés. L'angle IA a aussi un petit peu aidé. Mais après, voilà, il y a beaucoup de fonds qui maintenant font des carrides justement liés à ça, mettent des covenants dans des term sheets liés à l'impact. Donc voilà, nous, on trouve ça super. Justement, on accompagne des fonds de VC et de private equity sur ces sujets. Donc, on essaie de le pousser au maximum. Et justement, quels ont été un peu, lors des échanges, soit pendant la due diligence ou autre, quels ont été un peu les niveaux d'engagement qu'on vous a demandé et justement, est-ce qu'il y a quel type de KPI ils peuvent suivre, justement, eux, de leur côté, pour vérifier si vous respectez un peu vos engagements, parce que l'impact, on l'a vu tout à l'heure, était une notion un peu large. Est-ce qu'il y a des critères qui sont plus particulièrement suivis que d'autres? Évidemment, être une start-up à impact, ça aide. Nous, on essaye d'accompagner justement ces fonds qui investissent même sur du start-up très, très early stage. Hein. Même à partir du moment où vous avez une structure légale, vous avez un impact environnemental. Certaines métriques sont universelles, peu importe l'industrie. Par exemple, le carbone, ça, toute entreprise consomme du carbone. Après, par exemple, si on va regarder une fintech, aller regarder la consommation d'eau, c'est peut-être moins pertinent. Donc, il y en a qui sont beaucoup plus pertinents que d'autres. Mais voilà, nous, on a moins, je pense, de pression de la part de nos investisseurs parce qu'on est plus jeune qu'un Goodvest. Mais au fur et à mesure qu'on passe des paliers de financement, les investisseurs demandent de plus en plus sur le rendement à impact, si on peut l'appeler comme ça. Je voulais juste rebondir parce que c'est vrai que donc on a parlé des investisseurs, mais je pense que c'est aussi le cas des prêteurs. Et aujourd'hui, donc obtenir des financements bancaires, que ce soit d'une banque publique ou parapublique ou d'une banque privée, c'est beaucoup plus facile quand on intègre des critères à impact dans la ligne. Nous, on le fait beaucoup, soit des financements à impact, soit des financements verts. Et ça donne un accès à cette source de financement beaucoup plus facile. Donc c'est également, je pense, une réduction du coût du capital pour les entreprises et pour les projets qui intègrent ces critères. Ouais, juste sur le crédit, c'est hyper important. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé d'investissement. Nous, là, on vient d'être accéléré par le crédit agricole. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, la notion de prêt à impact, de crédit à impact qui existe depuis 10 ans pour des projets, pour des grosses entreprises, est en train d'être démocratisée aux PME, TPE, ETI. Et donc pour nous, c'est top parce que l'actif sous-jacent reste une entreprise non cotée. Et donc là, on vient corréler des taux de crédit justement à certaines métriques. Alors on ne veut pas, pour une petite boulangerie, on ne veut pas lui mettre trop d'obligations. Mais en effet, que ce soit du côté investissement ou du côté crédit, on voit qu'en fait, on structure des produits financiers sur la base même de l'impact écologique d'une entreprise. Donc j'espère justement que ça va se démocratiser et que donc des petites entreprises auront accès à un financement moins cher et en même temps seront accompagnées pour améliorer leur impact ESG. Sur la partie côté, c'est vrai que pour faire le lien avec ce que vous venez de dire, ça existe un petit peu déjà. On a les Sustainability Linked Bonds, Linked Loans, ça existe. Alors après,
Nous, on est assez vigilants par rapport à ça parce qu'il y a encore un gros problème de traçabilité, hein. En tout cas sur les marchés cotés. Il y a un gros problème de traçabilité, même sur les green bonds. On se souvient que l'Union européenne avait émis des green bonds pour financer la dette Covid. Ça n'avait rien à voir. C'est pour ça que là, il y a un label qui est sorti il n'y a pas très longtemps qui s'appelle le EU Green Bond, qui va permettre de certifier la traçabilité des fonds émis, enfin, en tout cas financés dans le cadre d'un Green Bond. Donc, il faut faire attention. Je pense que la traçabilité se fait mieux dans le non-coté. En tout cas, j'estime. Sur le côté, nous, on a des épargnants qui sont très vigilants par rapport à ça. Il y a énormément d'études inquiétantes, hein, d'ailleurs, hein, sur la traçabilité des Green Bonds qui est sortie. Donc, il faut être assez vigilant. Et justement, par rapport à cette transparence-là, cette confiance dans le système, on a vu un peu les vertus donc, de l'ESG sur notamment la structuration des entreprises et les performances financières. Néanmoins, est-ce que vous estimez que le système actuel a des limites ? Et notamment en termes de... Parce que l'ESG, c'est vrai que les reporting regardent beaucoup sur les actions passées et peu sur finalement les engagements futurs. Notamment, il y a un manque de standardisation, d'homogénéisation des méthodes. Quelle est un peu votre vision là, sur ce point-là ? Moi, je dirais que la principale limite aujourd'hui, c'est le côté réglementaire et conformité que prend l'ESG. Tu parlais des reporting. Je ne sais pas si, j'imagine que certaines personnes dans la salle ont eu l'occasion de regarder des reportings SFDR de fonds, par exemple de fonds immobiliers. C'est quand même assez aride, très réglementaire. C'est un exercice qui, à mon avis, apporte ni à l'épargnant, ni à la société de gestion. Et les responsables ESG des sociétés de gestion, à mon avis, ont des job desks qui commencent à se rapprocher dangereusement de responsables conformité. Or, pour moi, c'est pas du tout ça. C'est super qu'on ait une réglementation qui soit contraignante. On en a manqué pendant des années. Et on l'a dit, hein, la France est notamment champion en la matière, notamment en immobilier. On a une deuxième couche de réglementation qui est européenne. Mais il ne faut pas qu'on oublie, à mon avis, le sens et pourquoi on fait tout ça. On ne fait pas tout ça pour remplir des reportings ESG et pour être en conformité. Notre interlocuteur, ça ne devrait pas être que l'AMF. On devrait aussi être un petit peu aspirationnel, je pense, dans ce qu'on fait en ESG. Et il faut être très vigilant, je pense, sur ça. Juste sur ça, je ne suis pas hyper d'accord parce que quand même, la SFDR a apporté beaucoup. La taxonomie, pour la première fois, on a un peu un dictionnaire commun. Donc je suis d'accord que les reporting SFDR sont assez secs. Nous, on fait le pendant, on fait un reporting aussi plus visuel. C'est ça qui manquait alors. Exactement, mais il était absolument nécessaire d'avoir un cadre réglementaire. Alors oui, ça fait un peu chier les entreprises et c'est plus de temps à passer, mais pour être capable d'optimiser quelque chose, il faut bien le mesurer. Donc bien évidemment qu'on est obligé de se baser sur tout ce qui s'est passé avant pour ensuite, là où tu as raison, c'est en effet, le but, c'est pas juste de faire une mesure et de faire un reporting et c'est bon, c'est fini. C'est une fois que j'ai fait cette mesure, une fois que je comprends les spécificités de cette entreprise, quelles mesures extrêmement précises, extrêmement réalistes je peux mettre en place pour améliorer cet impact, et donc le corréler à des taux de crédit, le mettre dans des term sheets avec du carry qui en dépend, mais on ne peut pas optimiser de manière efficace et de manière chez nous presque automatisée, ou en tout cas des recommandations, sans avoir ce premier cadre, ce premier dictionnaire qui est très complexe au début. C'est toujours les 2 premières années qui sont plus dures, mais après, j'espère que ça va être plus rapide en tout cas. On est d'accord. Moi, je suis ni pour une suppression, ni pour un assouplissement même du cadre réglementaire, mais je pense qu'il faut vraiment continuer à le compléter avec le sens pour lequel il existe. Les défis auxquels on est confronté et nos actifs sont confrontés, qu'ils soient environnementaux et sociaux, et qu'on continue à expliquer pourquoi est-ce qu'on s'inscrit dans ce cadre réglementaire.
Moi, je pense que nous, la principale limite, alors effectivement, la réglementation évolue, c'est très bien. Nous, la principale limite à laquelle on fait face, c'est quand même l'absence de cohérence méthodologique en termes de notation, j'entends. D'une agence de notation ou d'un fournisseur de données à un autre, une société peut être notée différemment, à la fois très bien, à la fois pas bien. Donc ça, c'est problématique. Il n'y a pas de cadre harmonisé en termes de méthodologie. Là, on parlait de la refonte du label ISR. A été intégré dans le label ISR, justement, la mise en place d'un plan de transition crédible pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Très bien, mais sur quelle base? Quelle est la donnée qui est utilisée derrière? Est-ce qu'on va prendre un fournisseur de données Carbone 4 Finance, Iceberg Data Lab, Sustainalytics, enfin, lequel va être utilisé? Pareil en termes d'exclusion, en termes de stratégie de transition des entreprises impliquées dans les énergies fossiles. Quelle est la stratégie, quelle est la donnée qu'on va utiliser? Donc ça, c'est problématique. Et la deuxième, c'est Louis qui en parlait tout à l'heure, c'est la formation en fait. La pédagogie, la transparence, c'est hyper important. Aujourd'hui, les épargnants ne sont pas formés à la finance déjà, ça c'est franco-français. Si en plus on rajoute de l'écologie, là c'est problématique. Donc il y a un besoin de pédagogie et un besoin de formation des conseillers bancaires également, parce que les conseillers bancaires demeurent la référence aujourd'hui des épargnants et ils ne sont pas formés. Donc ça, c'est problématique. Et c'est les deux limites aujourd'hui que moi j'observe. Est-ce que justement la dimension territoriale que tu évoquais tout à l'heure, Arnaud, peut être en tout cas une dimension supplémentaire à apporter au système? Comment est-ce que même si elle est déjà comprise quelque part dans la dimension sociétale? Nous, on en est convaincus. Nous, c'est le concept d'ESGT qu'on défend. Pour prendre l'exemple de l'immobilier, pour nous, c'est extrêmement important d'investir, par exemple, dans un site industriel à côté du Mans, à Parigny-l'Évêque, dans un territoire d'industrie, un site dans lequel il y a 200 personnes qui travaillent et voilà, des emplois hébergés. Bien évidemment, on va accompagner ce projet en essayant de le faire monter en gamme d'un point de vue environnemental, d'un point de vue social. Mais voilà, on pense qu'il faut marcher sur les deux jambes quelque part et qu'il ne faut pas oublier l'aspect territorial dans ce qu'on met en place. Ok, merci. Louis, tu voulais peut-être un dernier mot avant de terminer ici les échanges. Je te laisse la... Non, je pense qu'il faut, tu parlais de problème de notation, il faut arrêter avec les notes, avec les 5 étoiles, 3 planètes, 10 sur 100, enfin, ça n'a vraiment aucun sens. Il y a un parallèle intéressant dont je parle souvent avec 2008 et les mortgage-backed securities, où les agences de notation ont dit faites-nous confiance, tout le monde se faisait énormément d'argent dessus, c'est pour ça que personne n'est allé checker, et on se souvient... de la crise de 2008. Bon, moi, j'avais 10 ans. mais voilà. Et là, on est en train de faire exactement la même chose, sauf qu'on le fait avec l'avenir de la planète, on le fait avec l'impact environnemental, ce qui est vraiment beaucoup plus grave. Et donc, grâce à la France, grâce à l'Europe, on a maintenant des outils comme la taxonomie, ou voilà, un alignement taxonomique, c'est quelque chose qui est beaucoup plus clair, qui est peut-être pas parfait, même loin d'être parfait, mais qui est beaucoup plus clair qu'un MSCI, un Sustainalytics, toutes ces boîtes privées, avec des gens, des entreprises qui vont chez eux, ensuite qui reviennent. Enfin, il y a énormément de conflits d'intérêts, énormément de problèmes financiers. Tout le monde veut se faire de l'argent sur sa note ESG à lui et donc va l'adapter pour que ça plaise à l'acteur financier. Donc je pense qu'il faut absolument partir de ce système de notes, tout ce système opaque en fait de méthodologie et arriver vers quelque chose d'open source, arriver avec quelque chose comme ce que l'Union européenne a proposé au niveau de la taxonomie, qui est en train d'être adopté partout dans le monde, qui devient vraiment le standard. Comme pour le RGPD il y a quelques années, personne n'y croyait, tout le monde disait encore des réglementations. Au final, le monde entier est en train de l'adopter. Et là, on voit ça avec justement tout ce qui va être ESG. J'espère plus rapidement que pour la RGPD, par exemple. Je dirais même arrêter les notations et continuer à se baser sur la science. C'est hyper important aujourd'hui. Ok, et ben, ce sera le mot de la fin. Merci à vous trois d'avoir échangé sur ce sujet. Merci à tous. Merci.